Bonjour à tous, Cyril Patou, je suis en charge de l'activité de Ping pour la France. Et je suis aujourd'hui accompagné Alain Barbier, architecte solution chez Ping, pour vous parler d'un sujet absolument passionnant qui est la mise en place de solutions qui permettent de travailler sur l'amélioration de la relation avec vos clients au travers d'outils de Customer IAM. L'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous exposer comment la mise en place de ce type de plateforme, de ce type d'outil, va vous permettre de travailler sur l'acquisition, la fidélisation, la loyauté et la génération de revenus sur des plateformes qui s'adressent à des profils d'activité B2C. En guise d'introduction, ce que j'aime bien, c'est parler de cette étude marketing relativement récente qui illustre en fait les 10 premières raisons d'abandon de panier d'un utilisateur. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 3 premières, vous allez retrouver le coût des frais de livraison sur lesquels malheureusement nous on ne va pas pouvoir agir. En revanche, les deux suivants sont des sujets sur lesquels la mise en place de ce type de plateforme va permettre d'agir directement et avoir un impact direct sur l'auto-transformation de panier, donc la génération de revenus. Donc le deuxième étant le site qui me demande en tant qu'utilisateur de créer un compte, et le troisième étant la complexité du processus de validation du panier jusqu'à l'achat. L'autre aspect qui est très important à prendre en compte, c'est trouver l'équilibre entre l'expérience utilisateur et la sécurité. Aujourd'hui, on s'adresse à une population et on est tous aujourd'hui également consommateurs en tant qu'individus et on souhaite avoir une expérience utilisateur qui soit fluide, rapide, à l'état de l'art et un excellent niveau de sécurité, un excellent niveau de confiance. On va confier des données personnelles potentiellement, nom, prénom, date de naissance, adresse, peut-être des coordonnées bancaires. Et donc, il est important de travailler sur la confiance également auprès de vos utilisateurs. Donc fonctionnellement, ça va se traduire par un certain nombre de choses qui vont être attendues par vos clients. Donc du côté de l'expérience utilisateur, une expérience multicanal, c'est-à-dire que je veux pouvoir interagir avec la marque que j'aime bien, avec tous mes appareils, mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, et de manière de manière fluide et sans différence d'expérience. Il faut que ce soit aussi rapide et performant, et notamment quand on a des potentiels pics, par exemple l'ouverture de la vente de tickets d'un chanteur très connu, ou je sais pas, un Black Friday par exemple, ou autre, et donc avoir des plateformes qui soient suffisamment stables et performantes pour garantir effectivement cette rapidité et protéger mes données. Je vais confier, comme je l'ai dit, des données sensibles, importantes, et je veux qu'elles soient protégées. Je veux m'assurer que je peux confier en toute confiance, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait dans la presse grand public des brèches, des vols de données qui soient mises en avant. Donc en fait, on a aussi une éducation du grand public à l'importance de protéger de plus en plus ces données privées, et donc une très forte attente de ce point de vue-là. L'enjeu, forcément, c'est de réconcilier les deux. Comment on propose une expérience utilisateur fluide avec un niveau de sécurité qui va garantir que la personne est bien la personne qu'elle prétend être, que au moment de l'acte d'achat, les données bancaires sont pas des données qui ont été volées, etc. Donc du coup, travailler sur cette expérience utilisateur sans prompter l'utilisateur trop souvent, ou le prompter au juste besoin pour s'assurer que c'est bien lui au moment nécessaire. Ce type de fonctionnalité se décline en briques ou en fonctionnalités techniques. Donc on va retrouver par exemple le single sign-on qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier une seule fois et avoir accès à tous les portails. Sachant que les portails, ça peut être les vôtres, mais ça peut être aussi les portails de tiers qui vont proposer des services qui vont venir enrichir vos plateformes également. De plus en plus sans mot de passe,
avec l'utilisation potentiellement sur une première connexion de social login type Facebook, Google, LinkedIn, Apple, etc. Ou France Connect d'ailleurs. La rapidité, la scalabilité, la performance, je l'ai évoqué, hein, c'est absolument critique quand on est sur des périodes qui sont à l'approche de Noël, par exemple, pour toutes les entreprises du retail, ou, comment dire, sur des business, effectivement, où on a des événements comme ça récurrents à des moments précis de l'année, où les plateformes sont très fortement sollicitées par les clients. Sur la partie sécurité, on a donc un certain nombre de régulations, de réglementations aujourd'hui qui imposent de la mise en place de fonctions comme le RGPD évidemment, le DSP2 qui oblige aussi de mettre en place des briques de Know Your Customer où on va avoir besoin de vérifier l'identité de l'utilisateur. La gestion du consentement, dont on parle beaucoup, et donc du coup comment on s'assure que l'utilisateur va pouvoir donner son consentement pour donner accès à ses données personnelles, mais pouvoir les révoquer également à tout moment. Et puis mettre en place des mécanismes aussi qui vont permettre de garantir une bonne protection contre la fraude avec l'authentification multifacteur, avec le Know Your Customer, la vérification d'identité, donc en bon français l'ID proofing, ou l'authentification intelligente. Alors l'authentification intelligente, c'est l'utilisation d'outils de type machine learning pour auto-apprendre des patterns d'utilisation qui vont permettre de reconnaître l'utilisateur en tant que tel, sans pour autant avoir besoin de lui demander de prouver que c'est lui. Donc la plateforme Ping proposée pour atteindre ce type de fonctionnalité, elle se compose d'un certain nombre de services qui vont donc de la vérification de l'identité, l'enregistrement, l'auto-enregistrement de l'utilisateur, l'authentification multifacteur, des moteurs d'autorisation dynamique qui vont permettre la gestion des consentements et la révocation des droits de manière simple et dynamique pour l'utilisateur. Et puis la partie monitoring de risques qui vont, sur la base effectivement d'un certain nombre d'éléments, permettre de faire de l'authentification contextuelle. Et donc avec un niveau de sécurité adapté au contexte de connexion de l'utilisateur. Donc on va concrétiser l'ensemble de ces sujets au travers, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Alain. On va faire quelques petites démos pour montrer à quoi ça ressemble. Je te laisse la parole. Tu laisses la parole ? Parfait. Bien. Donc, pour illustrer les propos de Cyril, on a mis en place une plateforme de démonstration qu'on a développée chez Ping et qui est basée sur une banque fictive qu'on a appelée BX Finance, qui a été développée à partir des produits Ping dans le cloud, où on prend en compte un parcours client et on essaye d'illustrer chacun des éléments clés du parcours client à travers un cas d'usage. Donc chaque cas d'usage va être présenté au cours de ces démonstrations. J'insiste sur le fait que c'est une vraie démonstration, mais que ce que vous allez voir, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées. Donc vous n'allez pas voir une démonstration live. Par contre, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que pour éviter l'effet démonstration bien connu de tous les avant-ventes. Voilà. Alors, je vais passer ça rapidement. Donc là, effectivement, donc ça c'est un peu le site web, cette banque fictive, donc que vous connaissez, que vous avez probablement utilisé, où vous avez votre banque propose ce genre de situation, ce genre de site. Vous allez pouvoir, en tant que client, vous enregistrer, faire vos transactions, utiliser déléguer un certain nombre d'informations, gérer vos données personnelles, gérer vos accès. Donc ce que je vous propose, c'est d'illustrer ces différents éléments à travers des cas d'usage. Premier cas d'usage, et on va essayer de le faire chronologiquement. Première chose, lorsque vous arrivez sur un site web, qu'il soit bancaire ou autre, il va falloir s'enregistrer. L'enregistrement, paradoxalement, qui est un acte qui est nécessaire, mais qui, bien souvent, génère beaucoup de complexité pour les clients. Et bien souvent, auparavant, c'était un acte qui était rejeté par la plupart des clients de par sa complexité et de par le nombre de données personnelles qui devaient être fournies. Donc ça, c'est là où peut-être Ping a amélioré
ces mécanismes d'enregistrement, et je dirais que c'est une tendance globale maintenant, c'est de faire en sorte que par rapport à l'expérience utilisateur, on soit capable de fournir les éléments minimums qui vous permettent de travailler par rapport à certaines applications, et que progressivement, en fonction des applications, des services que vous souhaitez utiliser, vous soyez amené à enrichir votre profil de façon à ce qu'on vous connaisse mieux et de façon à ce que vous puissiez utiliser des applications à valeur ajoutée plus importantes. Alors on va passer à l'enregistrement en ligne. Donc ça c'est un peu, il y a deux écrans en fait. Le premier écran c'est ce fameux site web qui va s'exécuter. Le deuxième écran c'est mon téléphone mobile sur lequel je vais recevoir un certain nombre d'informations qui va me permettre de m'enregistrer. Donc je commence à jouer cette vidéo, je me connecte au fameux site BX Finance qui est le site de ma banque. Et comme c'est la première fois que je me connecte, je décide de m'enregistrer. Ah, pardon. Évidemment, il n'y a pas l'effet démo, mais j'arrive pas à l'arrêter. Aïe, 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 aïe. Malheureux. Alors, il faut que j'arrive à faire passer la souris de l'autre côté. Voilà. Et je vais le jouer plutôt à la main. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, je me connecte à mon fameux site. Je m'enregistre. Je décide de m'enregistrer. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui me sont demandées. Et entre autres, les informations absolument nécessaires. Quelles sont les informations absolument nécessaires dont j'ai besoin? C'est mon nom, mon prénom, en général mon adresse, et puis une adresse email et un numéro de téléphone. Pourquoi l'adresse email et le numéro de téléphone? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se connecte à un site, on a souvent besoin de recevoir des mots de passe à usage unique qui certifient votre identité. Un moyen simple de le faire, c'est d'utiliser le mail ou votre téléphone via du SMS ou via une application mobile. Donc c'est des choses qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Donc on demande le minimum d'informations pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant pour accéder à ce type de site. Je mets mon numéro, ça c'est un vrai numéro de téléphone donc, et j'ai aussi des moyens d'authentification qui vont être à deux niveaux. Il y a, je veux dire, l'ancien monde, où je vais être capable de faire une authentification par nom d'utilisateur, mot de passe. Un monde aujourd'hui qui est relativement désuet et qui commence à être, entre guillemets, décommissionné, ou un monde dans lequel je vais utiliser un dispositif, généralement un dispositif mobile, qui va me permettre d'assurer mon authentification. Donc c'est ce que je vais faire pour cet utilisateur qui s'appelle Ready4IT. Et puis je vais quand même rentrer un mot de passe pour avoir ce fameux backup avec une politique de mot de passe qui peut être fixée par le dispositif. Le compte est créé, je peux directement me connecter. Donc là, ce qu'on va voir, je me connecte avec l'utilisateur qui a été précédemment créé. Je m'identifie et là, je sélectionne mon moyen d'authentification, qui est un moyen d'authentification qui est associé à un périphérique, un appareil qui va me permettre d'associer cet appareil à mon identité. Donc, dans le cas présent, mon téléphone mobile a été associé précédemment à mon identité à travers ce dispositif et je vais envoyer un mot de passe à usage unique au niveau de mon dispositif mobile, si la vidéo veut bien repartir. Vous allez voir arriver le mot de passe à usage unique qui arrive sur mon téléphone mobile. Je le note dans un coin de ma tête. J'essaye de le retranscrire sans faire d'erreur sur mon site web. À ce moment-là, je suis authentifié et j'accède au site de ma banque et je peux commencer à travailler et éventuellement à faire des virements. Donc, premier enregistrement extrêmement simple, accès à un profil, à un site de base qui va me permettre de travailler. Maintenant, c'est un mode de fonctionnement qui ne me satisfait pas. On sait tous, tout le monde, on sait tous que le fonctionnement, l'usage de mots de passe à usage unique par SMS n'est pas extrêmement sécurisé. Donc, en rentrant chez moi, je décide d'utiliser, parce que j'ai l'habitude de travailler sur une tablette, un iPad, je décide d'utiliser mon iPad et de travailler dans un mode sans mot de passe. Les mots de passe, je les oublie tout le temps, c'est une calamité par rapport à la réinitialisation. Donc je décide de travailler sans mot de passe et bien heureusement, bien évidemment, Ping propose ce type de manipulation. Donc la première étape, c'est d'enregistrer mon dispositif, ma tablette, qui va être une extension de mon identité, qui va me représenter. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que tout le monde a un dispositif mobile, un téléphone mobile. Le mobile devient un moyen de gérer son identité.
Donc on va être capable, à travers un dispositif mobile, que ce soit une tablette ou que ce soit un appareil mobile, d'étendre son identité à travers des moyens cryptographiques, de gérer son identité sur ce téléphone mobile. C'est ce que je vais faire avec ma tablette. Alors, si j'arrive à le démarrer, j'ai toujours le problème de la souris. Ok, donc j'ai par conséquent chargé une application associée à la banque qui a été développée avec l'outil de développement, l'interface de développement de Ping, et je décide d'ajouter un périphérique. À ce moment-là, il me demande de dialoguer avec le site Ping pour échanger un dialogue secret qui va me permettre d'associer mon identité avec cette application qui tourne sur l'iPad. Ça veut dire que là, je suis en train d'établir un lien de confiance entre mon iPad, qui va devenir le réceptacle de mon identité, et mon site bancaire, qui va être le fournisseur de services et qui va se baser sur l'identité qui va être fournie par mon iPad. Préalablement, j'utilise un mécanisme d'authentification qui a été fait précédemment, et entre autres mon téléphone mobile. C'est pour ça que vous voyez mon téléphone mobile à droite. Je reçois un OTP. Mon identité va être validée par cet OTP. Et à ce moment-là, je vais pouvoir déclencher l'association de mon iPad avec mon site bancaire. J'approuve la transaction, l'association. À partir du moment où j'ai fait ça, le device, le périphérique est appairé et mon iPad représente mon identité. C'est une extension de mon identité. L'étape suivante, alors si j'y arrive, voilà. Finalement, j'aurais dû faire la démo live. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me reconnecter à mon site bancaire, mais au lieu d'utiliser un mécanisme SMS qui n'est pas très sécurisé, je vais utiliser un mécanisme passwordless qui est beaucoup plus sécurisé et qui est géré par mon iPad et par l'application. Voyez que le dispositif apparaît au niveau des mécanismes d'identification parce qu'il a été appairé. Je décide de l'utiliser et à ce moment-là, me signer par rapport à ce dispositif. J'ai rentré aucun mot de passe. L'iPad, à travers l'application qui a été distribuée par la banque, me demande d'approuver la transaction, me demande d'approuver mon authentification, donc fait un lien de confiance entre l'identité qui est portée par mon iPad et l'identité qui est gérée par la banque. Vous voyez que je suis connecté, que mon identifiant a été correctement récupéré et que j'accède sans avoir à fournir de données, de mots de passe ou de données que je connais pour m'authentifier. Ça veut dire que là, on a amélioré la fluidité de connexion, on a amélioré la capacité, l'expérience utilisateur, et on a éliminé tous ces problèmes qui sont liés à la réinitialisation de mot de passe. Comme je le dis, en tant qu'utilisateur, qui pour moi est une calamité. Et qui est un trou de sécurité aussi, parce que tout le monde connaît l'astuce d'utiliser le même mot de passe pour tous les comptes auxquels on se connecte. Et une fois qu'il est compromis, tous les comptes sont compromis. Donc voilà quelque chose qui va permettre d'améliorer la sécurité, qui va permettre conjointement d'améliorer l'expérience utilisateur et qui va être intégrable très simplement en utilisant la charte graphique, le branding de votre société. Vous allez pouvoir utiliser votre marque sur un dispositif mobile et proposer une application qui gère la confiance entre les dispositifs mobiles associés à vos clients et vos services. Quatrième cas d'usage, donc là on a vu la connexion, mais l'objectif c'est de faire des transactions, c'est d'utiliser le système, c'est de proposer de la valeur, donc de faire quelque chose qui a un intérêt pour l'usager final. Donc là ce qu'on vous propose, ce que je vous propose à travers ce cas d'usage, eh bien c'est une transaction de virement bancaire. Et comme une transaction de virement bancaire génère des flux financiers, que ces flux financiers sont plus ou moins importants, on va devoir, par rapport à ce type de transaction, déterminer le montant et en fonction du montant, éventuellement recertifier l'identité de l'utilisateur ou annuler la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la transaction est d'un montant suffisamment faible, je l'accepte, parce que de toute façon elle est couverte. Si la transaction est d'un montant relativement élevé, mais pas trop, je demande à l'utilisateur de recertifier son identité à travers un dispositif de MFA, par exemple, à travers une empreinte biométrique. Si la transaction est trop élevée, à ce moment-là, je lui demande de prendre rendez-vous avec sa banque et de rencontrer un conseiller.
Voilà, donc voilà ce que je vais essayer, ce qui va être démontré. Je ne vais pas essayer parce que je suis sûr que ça va marcher. Alors, où est-ce qu'est ma souris? Ah, j'ai vraiment des problèmes avec la souris. J'exécute la transaction, donc de la même façon, je vais me reconnecter, je fais du passwordless, je me connecte, évidemment, je travaille chez moi, je choisis le passwordless parce que c'est intuitif, c'est immédiat, j'utilise toujours le même utilisateur ID4IT, ok, next, ça, facile, ok, je m'authentifie, j'ai la transaction qui va arriver sur mon iPad, je la valide, je l'approuve, je suis connecté. À partir du moment où je suis connecté, j'accède à mon système d'information et je vais commencer à regarder comment je peux faire un transfert d'argent. Donc à ce moment-là, je sélectionne les comptes qui se trouvent, que j'ai déclarés. Je définis un transfert. Dans un premier temps, je vais définir un transfert de 100 $. 100 $ étant un montant faible qui est confirmé sans vérification. Donc là, classique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un moteur d'autorisation qui vérifie le montant de la transaction et qui vient exécuter une action en fonction de ce montant. Là, je vais choisir une transaction de 1000 $. Cette transaction de 1000 $ est un peu plus élevée. Et là, on voit qu'elle nécessite une vérification de l'utilisateur qui arrive sur mon iPad. J'approuve la transaction. La transaction étant approuvée, elle est confirmée. Ça veut dire que là, pour des transactions un peu plus élevées, j'ai vérifié l'identité de mon utilisateur à travers un mécanisme de transaction. Là, je vais refaire la même transaction, mais je vais pas la valider pour montrer que ça marche. Donc, je reçois de la même façon une notification et je vais refuser la transaction. La transaction a été invalidée, le transfert n'a pas été effectué. Donc, ça permet d'associer à la fois. Alors, bon, après, la transaction qui est trop élevée, bien évidemment, elle va être refusée immédiatement et il va vous demander d'aller contacter votre conseiller bancaire. Ça permet très simplement à la fois de faire un accès qui est validé et qui est sécurisé à vos applications, mais ça va permettre aussi de faire ce qu'on appelle de la sécurité continue. La sécurité continue, c'est-à-dire que la sécurité, elle ne s'applique pas qu'à des éléments clés d'une session, des éléments clés d'un parcours client. Elle doit s'appliquer partout et simplement. Donc c'est ce qu'on a à peu près, ce qu'on a montré ici. C'est-à-dire qu'on est capable pour une application donnée, cette application bancaire, à certains, lorsqu'on décide de faire une transaction qui doit être fortement sécurisée, on peut redemander une recertification de l'identité de l'utilisateur et à ce moment-là, de valider ou d'invalider ces transactions sur des critères qui sont embarqués dans votre application. Alors, ce n'est pas spécifique à la banque, là on comprend bien parce qu'on voit du virement, on voit qu'il y a un montant, c'est facile à comprendre, ça s'applique partout. Ça s'applique partout et c'est applicable simplement avec les technologies qui sont distribuées par Ping. Très bien. Donc le cas d'usage numéro 6, c'est la gestion du consentement. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est plus que du consentement. C'est de faire en sorte que l'utilisateur soit au cœur et la maîtrise de ses données. Que l'utilisateur puisse gérer ces données, puisse déterminer comment ces données vont être utilisées, par qui elles vont être utilisées et comment elles vont pouvoir être transférées. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait quand on fait du RGPD, pardon. Et là, on l'a étendu à un partenaire et je vais vous montrer pourquoi. C'est-à-dire que dans le cadre d'une banque, une banque peut avoir signé des accords avec un gestionnaire de patrimoine et à ce moment-là, vous pouvez en tant qu'individu utiliser ce gestionnaire de patrimoine pour gérer vos comptes. Donc vous pouvez déléguer une partie de la gestion de vos comptes à une société externe qui va utiliser l'identité de la banque sous couvert d'acceptation et de confiance entre cette société externe et la banque pour pouvoir gérer votre patrimoine. Donc je recommence. Il est toujours là. Je joue ma vidéo, je me reconnecte exactement de la même façon. Je vais aller beaucoup plus vite, je ne fais pas apparaître la totalité des écrans qui sont impactés. Je suppose que vous me faites confiance. Voilà, je fais toujours du passwordless parce que c'est vraiment simple. Ok, je suis connecté. Très bien. Ok, et là je vais aller dans quelque chose qui est Profile and Setting et je vais regarder Privacy. Donc là c'est les partenaires de confiance qui ont été définis par la banque et je décide de publier ces comptes au niveau de ce partenaire de confiance qui s'appelle Anywells Company.
OK. Je peux aller sur le site sans réauthentification. C'est un site qui est différent. À travers des mécanismes de fédération, je peux accéder à ce site, vérifier mes identifiants, vérifier les services. Je me connecte en tant que gestionnaire de compte. Le gestionnaire de compte arrive à travers le cloud sur un portail applicatif. Ce gestionnaire, c'est un gestionnaire de patrimoine. Il dispose d'un certain nombre d'applications appartenant à plusieurs banques. Il peut travailler avec Bank of America, avec US Bank, avec Wells Fargo. Bon, par rapport à l'utilisateur, il décide de travailler avec BX Finance. BX Finance, qui est la banque de l'utilisateur. Il se connecte. À ce moment-là, c'est tous les individus, tous les usagers, tous les clients qu'il doit gérer. Et il vient chercher ce fameux client Ready for IT, qui lui a fait par exemple une requête. Et à ce moment-là, il voit apparaître les 2 comptes que le client a décidé de propager avec ce gestionnaire de patrimoine. À partir de là, il peut faire ce qu'il veut et éventuellement faire des échanges, acheter des actions, acheter un certain nombre de choses. Je vais changer mes données de consentement, j'ajoute un 3e compte, je reviens sur le gestionnaire de patrimoine, je vais rafraîchir mon écran, le gestionnaire de patrimoine voit maintenant les 3 comptes. Donc on a une gestion en temps réel du consentement avec un partenaire externe qui est géré par le client. Vous, le client, est à la maîtrise de ces données et est en capacité de déterminer qui va avoir accès à ces données et ce qu'il va éventuellement pouvoir en faire. Donc là, c'est un exemple très simple. On peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir des mécanismes, des permissions, des mécanismes d'autorisation qui sont associés à ces données. Et dans le cadre, par exemple, de la RGPD, et dans un cadre encore plus large de règles prudentielles au niveau des sociétés pour permettre à l'individu de gérer ses données personnelles. Alors, voilà, il va se déconnecter. OK. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ensuite, je voudrais terminer sur la validation de l'identité. Donc ça, c'est un élément qui, lorsque vous vous rappelez, lorsque j'ai fait l'enregistrement de l'utilisateur a été obligé de rentrer ses données. D'un certain côté, lorsque l'utilisateur rentre ses données, je fais confiance à l'utilisateur et je fais confiance aux données qu'il fournit. C'est un risque. Là, je ne suis pas sûr que l'individu qui rentre ces données rentre les bonnes données ou les bonnes informations. Ça m'arrive fréquemment de me connecter sur des sites et d'utiliser d'autres types de données pour ne pas être reconnu parce que je n'ai pas envie, par exemple, pour un logiciel de démonstration, que mes données personnelles soient utilisées. Là, dans le cadre de la validation d'identité, on vient utiliser des documents qui sont fournis par l'État. On vient scanner ces documents, les valider, récupérer une partie des données personnelles associées à ces documents, valider par la biométrie l'image faciale de l'individu, la comparer avec l'image qui est fournie sur le permis de conduire ou sur le passeport, faire une analyse de corrélation, vérifier que la personne est bien la même. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, on a validé les données, on a validé la personne, donc on a des données qui sont certifiées par une autorité qui est l'État. Donc, je suis en capacité de dire que j'ai associé une grande confiance par rapport à la valeur associée à ces données, par rapport à l'individu qui prétend être à l'origine de ces données. Alors, comme je ne voulais pas mettre mes données personnelles dans une démonstration, j'ai utilisé une démonstration qui est standard, qui est fournie par Ping, et qui va permettre, dans un premier temps, donc l'idée, elle est simple. Je suis dans un mécanisme d'enregistrement sur la même application. Donc on est capable de le faire sur l'application que je vous ai montrée précédemment. Mais on va être capable de le faire beaucoup plus simplement à travers ce mécanisme d'enregistrement automatique. Ça prend un peu de temps. Donc là, je vais passer à... Voilà, je décide de faire ça. Donc là, je vais prendre un certain nombre de selfies de façon à avoir une reconnaissance faciale dans différents cas, sourire, pas sourire, etc. Je montre mon permis de conduire, on voit qu'il y a une image, il y a des données, je vais la scanner à l'endroit et à l'envers, je scanne mon code barre, j'ai une vérification que le permis de conduire est véridique, je crois que c'est un permis californien, je vérifie qu'il est véridique, à ce moment-là j'ai les données, la vérification est faite, j'ai l'association entre le selfie et l'image qui a été faite, j'ai les données qui sont pré-remplies. Je peux éventuellement renseigner d'autres types de données, et éventuellement, comme on l'a fait, mettre mon email et mettre le type d'authentification
que je souhaite utiliser. Entre autres, un mot de passe OTP par, je crois, par SMS, il me semble. Donc de la même façon, je vais décider de faire un transfert de données d'une somme particulière. Et là, au lieu d'utiliser l'application mobile, je vais utiliser la reconnaissance faciale à partir de la vérification qui a été faite sur mon permis de conduire. Et à ce moment-là, accepter la transaction. Donc là, on est dans un mécanisme de confiance qui est beaucoup plus fort et qui va vous permettre de certifier les données du profil de l'utilisateur. Cyril, tu veux conclure ? Voilà. On est quasiment dans les temps. Donc, en conclusion, encore une fois, hein, c'est ce que je disais en introduction, c'est extrêmement important quand vous mettez en place ce type de plateforme de vraiment travailler sur l'équilibre entre l'expérience utilisateur et la sécurité. Avoir un monitoring, et ça c'est des choses aussi qu'on fait nous chez Ping, des différentes réglementations qui s'enrichissent, qui apparaissent dans les différentes industries, qui demandent de plus en plus de vérification de l'identité. Une plateforme qui va vous permettre effectivement de déployer toutes les fonctionnalités qui viennent d'être montrées, qui est constamment enrichie. Le dernier cas d'usage, c'est le fruit de l'acquisition d'une startup qu'on a fait l'année dernière pour venir justement enrichir notre plateforme de cette brique de vérification de l'identité. Donc un travail constant au niveau de la R&D de Ping pour continuer à enrichir les fonctionnalités proposées. Vous déployez les solutions comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez les déployer sur vos instances on-premise, vous pouvez les déployer sur vos clouds, ou vous pouvez consommer nos services sur nos plateformes SaaS et Cloud. Et puis, les sujets sur lesquels on continue d'innover, c'est notamment l'utilisation de l'IA, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis la blockchain qui va permettre de stocker et authentifier des documents que l'utilisateur va pouvoir partager comme preuve d'identité ou pour simplement donner accès à certaines informations le concernant. Donc ça peut être le passeport vaccinal par exemple, pour parler d'un sujet d'actualité, où ce fameux passeport sera authentifié, authentique grâce à des mécanismes comme la blockchain. On est au stand numéro 3, donc si vous souhaitez poursuivre la discussion, venir poser des questions, n'hésitez pas, on est là jusqu'à la fin du salon. Merci beaucoup.